Il y a des très bonnes émissions dans certaines à la radio des fois où effectivement moi je suis un peu aussi dans une situation de cinéma parce que je suis enfermé dans ma voiture. On pourrait presque dire je suis dans un couloir d'hôpital psychiatrique aussi ou dans une audience. Donc c'est vrai que ces moments-là, j'écoute mieux que d'autres. Et on pourrait penser qu'on peut perdre du temps parce que l'écoute est un peu secondaire, mais pas du tout. Hein. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'ai été fatigué. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, mon Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, trop stupide. Oh, ton cul. C'est mon génie. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui vous propose cette semaine de passer 1 heure en compagnie de Raymond Depardon, que nous avons eu la chance de rencontrer dans le hall de son hôtel à l'occasion de la projection à Rennes de son dernier documentaire 12 jours. Le réalisateur pose à nouveau sa caméra dans un hôpital psychiatrique et filme le passage de personnes hospitalisées sous la contrainte devant un juge. Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal. Je suis jamais passé au tribunal. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais Ici, vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Ici? Ça s'appelle comme ça. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent. Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir. Je suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle, hein. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. Je sais que vous avez fait beaucoup d'entretiens pour 12 jours. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 70, quelque chose comme ça. Oui. Donc on aurait aimé savoir comment vous avez pu choisir les 8 personnes qui sont présentes, les 10 personnes, pardon, qui sont dans le film, et qu'est-ce qui est resté sur la table de montage en fait. Alors étrangement, on n'avait pas tellement de matériel. On a filmé 12 audiences et on a eu 72 bien accordés parce que c'est compliqué, il fallait l'accord des tuteurs, c'était très très compliqué. On a dû en filmer 80, et puis il y a des gens où on n'a pas pu avoir l'autorisation complète. C'est assez laborieux toute cette autorisation. Il a fallu même que Claudine ne fasse que ça. Et elle était seule avec eux, parce qu'on n'a pas de tiers personne. Mais elle disait que c'était incroyable, ces gens ne changeaient pas d'avis, donnaient très vite leur oui ou non. Et quand ils disaient non, Claudine leur disait bon, c'est pas grave. Et vous le prenez bien.
Mais bien sûr que je le prends bien. Donc c'était quand même très conditionné, les gens. Mais c'est des gens qui n'ont absolument pas changé d'avis, contrairement à beaucoup de films où j'ai fait, où il y a des gens qui disent oui, ils disent non, oui, ils disent non. Ils étaient très clairs. Et même par rapport à Urgence, par exemple. Oui. Mais en plus, c'est même plus facile qu'Urgence, parce que là, ils sont vraiment pas en crise. Oui. Donc, mais il y a des gens, bon voilà, pour des raisons qui leur regardent et qui voulaient pas. Donc, mais j'ai pas tourné beaucoup. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux 72 entretiens que vous avez fait, vous filmiez uniquement que vous aviez déjà l'autorisation préalable. Ah oui, donc, oui, de toute façon, oui. dans les 72 entretiens, de toute façon, vous pouviez l'utiliser si vous aviez eu Oui, envie mais on n'avait pas le l'accord de tous les tuteurs, des fois. Il fallait passer devant le président du tutoriel qui redemandait à la famille, etc. C'était assez compliqué, quoi. Et parce que qu'est-ce qu'on fait avec les tuteurs? Parce que l'idée, si vous voulez, c'est la loi. C'est qu'en fait, la loi européenne, c'est très simple. C'est injustement, ces personnes qui sont hospitalisées sans consentement perdaient leurs droits civiques. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent leurs droits civiques. Donc la loi, c'est de rétablir les droits civiques à cette catégorie de gens. Là, maintenant, ils arrivent à 100 000 par an qui n'avaient pas à perdre leurs droits civiques. Dans les hôpitaux psychiatriques, les gens votent. Donc les patients qui sont hospitalisés sans consentement, ils perdent pas leurs droits civiques, contrairement aux détenus dans des centrales ou dans des maisons d'arrêt. Donc l'idée, c'était donc c'est le départ de la loi. Comme ils sont sans consentement, il fallait qu'il y ait une tierce personne qui est un juge des libertés. Bon, donc il a fallu former très vite des juges, s'accorder avec le barreau et faire ce qu'ils appellent des salles d'assises foraines. C'est le terme. Donc c'est le tribunal qui se déplace dans l'hôpital psychiatrique. Au départ, ils les mettaient en pyjama dans des autobus et les emmenaient Paris est resté très longtemps comme ça. On les emmenait au tribunal comme ça. Alors on s'est dit non, il faut que ça soit forain, donc le terme forain. Et puis ils ont improvisé. Et il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui n'ont pas bien joué le jeu. Encore aujourd'hui, il y en a qui jouent pas bien le jeu. Donc il y a Lyon se trouvait à bien jouer le jeu. D'ailleurs, c'est eux qui sont venus me voir, puisqu'ils me connaissaient. Et il y en a une magistrate avec qui j'avais travaillé pour 10e chambre. Et moi, j'ignorais même cette loi. Moi-même, pourtant, je lis 2 quotidiens par jour, j'ignorais cette loi, qui est une loi de 2011, qui a été modifiée en 2013. Et donc, voilà. Donc, le droit à l'image, bien sûr, il était essentiel, mais ça, c'est tant mieux. Bon, aussi bien dans les prises de vue que j'ai faites dans l'hôpital, que aux audiences. Alors, comment je suis arrivé à 10 de 72? Alors, pour la première fois, j'étais avec un ratio extrêmement faible, 1 pour 7. Ce qui est d'ordinaire, moi j'étais plutôt dans des autres films, plutôt au-delà de 10, 14, 13, voilà. Je parle pas de mes confrères américains qui sont pour 1 pour 60. Ils tournent comme des malades, voilà. Bon. Et à la fois, moi, ça me plaisait bien, dans un fond, c'est pas le choix, hein, aussi, mais ça me plaisait bien parce que, au fond, je m'approche d'une certaine réalité aussi. Parce que si tu tournes, je sais pas, suppose 200 personnes, et puis tu les ramènes, n'importe comment, moi je voulais pas faire un film de 2 heures, c'est trop long, mais c'est quand même un film destiné à un grand public. Bon, on peut faire une version à la rigueur pour des écoles, ou pour des chercheurs, mais là l'idée c'était quand même de faire un film grand public. Puis quand même... Puis qui est construit, enfin... Oui. Et alors... je veux dire, c'est quand même une tension, quand même. Bon, c'est vrai que j'avais travaillé, il sortait de la Fémis avec Simon Jacquet, et je l'avais pris pour faire un des films, après il en a pris un deuxième, puis après j'ai fait aussi des 10e chambre. Après moi, Simon Jacquet, il a été kidnappé par beaucoup de gens, Maïwen, Nicole Garcia et tout. Donc j'ai dit, dans ce film-là, il faut que tu me reviennes avec moi, parce que je l'aime bien, et puis on s'entend bien, et il écoute bien. Parce que c'était ça aussi, le dispositif. Quand je rentrais dans cette pièce, là, pour la première fois, qui était assez ingrate, qui ressemble pas à une salle d'audience, malheureusement, comme un tribunal, il n'y a rien. Bon, mais à la fois, c'est bien, parce que c'était l'idée aussi, tout le monde est en civil, il n'y a pas de rituel. Je me suis dit, là, il y a d'abord ce gros plan de ces champs comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est le gros plan. Et je me suis dit, là, il faut vraiment, on revient aux essentiels du cinéma
3 caméras. Et surtout un master shot. Que j'avais pas eu sur 10e chambre, que j'avais pas pu avoir parce que j'avais pas, voilà. Et j'avais eu quand même un tout petit peu sur Paris. Et je m'étais aperçu que, alors bon, ma cinéphilie m'avait renvoyé à la grande école du cinéma américain, hollywoodien, des Minnelli et tout ça. Quand tu passes du gros plan et que tu reviens sur un master shot, waouh, c'est superbe. Parce que tu vois bien, moi je vois bien, je vais au cinéma et c'est pas la mode les master shots parce que c'est difficile à faire quand tu fais un film, les gens en pied ou même en buste, c'est là tu vois que ta mise en scène elle cloche un peu, je dirais même que ça révèle plein de choses. Ce qui était la puissance de ces cinéastes de ces années 50-60 là à Hollywood, ils assumaient. Certains étaient tournés en studio même, mais peu importe, ils étaient là. Et là tu le vois que quand moi j'avais vu sur Paris que j'ai fait, le gars il dit ouais mais je comprends, et ça enchaîne sur il allume sa cigarette, le plan général il est plus un plan de coupe, il devient un plan d'action même. Et je me suis dit il faut vraiment, alors j'ai cherché, j'arrivais pas à faire de profil là non plus, j'aurais bien vu, et les tables étaient trop longues, j'arrivais pas. Donc je me suis dit il faut qu'on en mette une qui tourne tout le temps, quitte à ce que je la cadre même automatiquement, et donc il fait que surtout sa force et sa fonction numéro 1 de ces 3 caméras, quand tu coupes tu ne vois rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des scories dans un entretien avec 3 personnes, c'est un peu laborieux, ça n'a pas d'intérêt, donc il faut le couper, mais si tu le coupes, ça se voit, ça se sent. Parce qu'on passe du début de la conversation au milieu de la conversation. Tu dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette ellipse? Il faut pas qu'il y ait d'ellipse là-dedans. Trop. Du moins, pas trop. Et puis, c'est vrai que dans la conversation, il y a beaucoup de choses comme ça où les gens redémarrent un petit peu une conversation, dans la conversation. Bon, bah alors, oui, mais, ouais, tac. Donc, le monteur est sauvé. Et puis, ça, c'est un truc que tu le vois, c'est infiniment fragile, ça. Où il faut faire attention à l'ordinateur. Projection. Moi, j'ai dit à Claudine, il faut qu'on ait carte blanche de projection. En permanence, il faut qu'on projette le film, comme Bresson, d'ailleurs. Bresson montait au montage, aux projections. Et donc, on a été dans une salle de montage, il y avait la projection, un cinéma, qui était dessous, le nouvel Odéon, et le lundi matin, à 9h, pas bien réveillé, tu te demandais qu'est-ce que tu voyais comme film, et là, paf. Puis le mercredi, le vendredi, comme ça, avant le week-end, tout ça. Donc des projections où tu te disais, il faut faire le deuil de celui-là. Pourtant tu l'aimes bien. Et puis d'autres, t'en peux plus, mais non, faut le garder, quoi. Donc c'est toujours le problème du montage. C'est la même chose en photo, quoi. Alors là, en photo, donc tu les regardes à l'envers, tu les mets dans un miroir. Enfin, il y a tous des trucs de l'école de Magnum. Et puis moi je sais que des fois les photos, je les fais des photocopies et un peu pourries comme ça. Puis dans le métro, je les regarde, parce qu'il y a des filtres comme ça qui t'obligent, qui t'ont violent. Là, tu te dis. Il faut un peu réduire. Moi, j'ai eu un peu peur. J'aurais voulu avoir plus de choses plus douces, genre burn-out. Mais j'en avais qu'une. J'aurais bien aimé avoir comme ça des gens, moi après tout comme ma voisine, bon, d'où vous venez? Je viens de passer 15 jours à l'hôpital psychiatrique. Ah bon, vous allez bien? Oui, ça va mieux. Donc des gens comme ça. Et forcément, la tendance est un peu de la violence, parce que inhérent à la vie. En plus, ce qui était intéressant dans Lyon, c'est que on avait de la bourgeoisie. C'était plutôt ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que de tourner dans une ville grande, moyenne, j'aurais pu tourner à Rennes aussi, c'est pareil. Comme on est sectorisé, parce qu'en fait, quand dans l'hôpital psychiatrique, quand on habite quelque part, il y a un lit quelque part qui vous attend. On n'a pas le choix comme. Et donc l'idée c'était de tourner. Lyon connaît tout le monde. Il y a une banlieue qui est assez spectaculaire puisqu'elle a fait parler d'elle, Vaux-en-Velin, Villeurbanne. Mais bon, ça s'agit depuis, puis ce sont des Français comme moi, c'est plusieurs générations d'immigration, voilà. Et puis il y a la bourgeoisie aussi. Est-ce qu'il y a un peu de quand même des gens, parce que à chaque fois on me dit oui, mais t'as toujours que voilà.
Non, je vais essayer d'avoir le plus possible. Et vous avez cherché le panorama presque? Non, j'ai pas cherché le panorama, mais ça m'intéressait qu'il n'y ait pas non plus, voilà. Oui, évidemment, de pas. Qu'il y ait des femmes, la parité quelque part. Et voilà. Et puis, bien sûr, on a été écarté quand même un peu le même type d'affaires. Oui, c'est pour ça. Sans ça, c'est une question de rythme. Voilà, de rythme. Quand même, voilà. Cette notion de rythme qui moi en tout cas m'a marqué, c'est vraiment par rapport à vos travaux précédents et vos films précédents, c'est pour une des rares fois d'avoir des moments de respiration où on sent vraiment que ce rythme il est cadré par le montage, et d'avoir des moments de respiration mais qui n'en sont peut-être pas parce que c'est dans un milieu fermé, et avec on en parlait très vite à l'issue de la projection, c'est de démarrer le film par un plan qui est oppressant dans ce milieu de couloir, et avec un travail sur le son qui est assez impressionnant, on trouve. Et là, ça se distingue de vos précédents films aussi, enfin, je pense à 10e chambre ou Délit flagrant, où on ouvrait sur l'extérieur, on voyait le bâtiment par exemple, et là, non, on est tout de suite dans le couloir et on va vers une porte close, par exemple, mais par contre, au fur et à mesure, ça s'ouvre vers l'extérieur. Ouais, on fait un zoom arrière. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, la chose, c'est que c'est mon 3e film, donc là, c'est vraiment que c'est une expérience quand même, parce que donc je me suis dit, mais attends, donc dès que tu rentres dans un hôpital psychiatrique et dans un couloir, particulièrement des fois d'une unité, peu importe laquelle, tu vois un gars qui se tape la tête contre les murs. Je dis bon, ça m'intéresse pas, j'ai déjà fait, il faut peut-être passer à autre chose, il faut peut-être montrer autre chose. Alors c'est vrai que le hasard a fait que c'était l'hiver. Bon, la ville de Lyon est souvent sous le brouillard, mais et moi j'ai été élevé à 20 km à vol d'oiseau de cet hôpital, donc le brouillard, je me suis dit tiens, ça me dit quelque chose. Mais j'ai pas eu beaucoup de brouillard en fait. Donc il y a eu cet épisode brouillard que je me suis dit je vais la réserver à la fin, on verra ce qu'on en fait. Je savais pas, mais comme ça en me plaisantant, je me suis dit après tout il n'y a pas que la vallée du Pô avec notre cher Antonioni qui a du brouillard. Moi aussi j'ai vécu à l'école de Pont-Michel du brouillard. Il y a du brouillard, ça fait partie de l'existence. Donc j'avais envie de... Comme c'est mon premier film que je tournais dans la région Rhône-Alpes, je me suis dit tiens, mais surtout c'était l'apaisement et le calme. Alors comme les journées sont de 5 jours, il y avait 2 jours d'audience et il y avait 3 jours où j'avais un peu la possibilité de tourner. Donc j'ai pris tous les unités, il y en a une quarantaine même, avec 25 personnes. Donc j'ai été surpris de découvrir l'hôpital psychiatrique moderne aujourd'hui, à quoi il ressemble. Donc plus du tout de grandes unités avec plusieurs centaines de malades. Tout est regroupé dans des petites unités. La découverte de la clé électronique. Moi j'ignorais ce que c'était une clé électronique. Donc en fait finalement chaque patient a sa clé de sa chambre. Puis en fonction de son statut, il ouvre et il peut aller dehors. Et puis il y avait dans un coin un truc fermé où il y avait les 2 infirmiers dits normaux qui étaient enfermés dedans en cas de protection. Donc ça m'a surpris de voir que c'était l'inverse. Et puis et enfin dans le bar, il y a des gens qui sortent aussi, qui vont dans le bar, et pas de porte fermée à l'entrée, c'est ouvert. Il y a un concierge avec moi dans une guérite, mais qui dit rien. Alors bien sûr, les malades s'enfuient pas par là, ils passent par derrière, mais tout le monde m'a montré où ils s'enfuyaient, puis ils reviennent. Enfin bon. Donc en fait, et donc peut-être qu'une certaine, je dirais, un certain apaisement à filmer ça. Je me suis dit, alors, et puis aussi un défi cinématographique. Par exemple, donc je me suis dit, je vais quand même pas refaire des plans fixes, quoi. Putain, j'en ai fait quand même beaucoup dans ma vie. Des fois parce que j'avais pas d'argent, et non pas parce que j'avais pas d'argent, mais c'est parce que je voulais bien filmer les choses, bien les montrer. Et c'est aussi... Vous dites aussi que le mouvement gêne l'écoute. Oui, bien sûr, moi c'est pour ça. Et puis je me disais, tiens, voilà, pour une fois, quand même, tiens, je vais peut-être sortir de cette... je suis photographe, alors on fait des plans fixes. Donc c'était pas du tout. Moi j'ai plutôt une admiration dans les grands cadreurs du cinéma. Et vous avez démarré caméra à l'épaule. Oui, voilà. Donc et là je me suis dit, mais j'ai dit à Claudine, mais
on peut pas louer un chariot là, parce que alors que j'avais jamais loué de chariot, on m'a dit oui, il y en a à Lyon là, tout de suite on en amène un dans une heure, on t'a un truc, et puis on peut le pousser, et c'est bon, oui. Et comme je voyais qu'il y a du lino par terre, parce que un des avantages c'est impeccable le sol, ouais. Bien sûr, il est tout neuf, même dans les nouveaux unités, on peut même rien mettre au mur, alors que dans les anciennes on met encore Gauguin, Renoir, etc. Et tous les peintres qui passent. Là, on peut rien mettre. Et puis bon, je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Et c'est un peu comme un plan séquence à l'ancienne. Je ne demande rien. Et puis après, on demandera. Alors ça, effectivement, il y en a 2-3 qui sont ratés, parce que la dernière personne qui s'est filmée, elle a dit non, je ne veux pas être filmée. Donc tout était foutu. Mais moi, je me suis dit, on a du temps, on va le faire calmement. Voilà, alors, les minuteries, les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Et c'est vrai que c'est une angoisse, parce que peut-être que c'est une des peurs que j'ai, que moi-même, celle que je porte en moi. Je dis que j'ai eu une enfance très heureuse dans une ferme, mais après j'ai vécu ça, cette tension, cette peur des couloirs. Bon, quelqu'un l'autre jour à Blois, il m'a dit c'est le couloir de la mort. Non, j'ai pas pensé ça. Bon, c'est comme il y a un plan de cheminée aussi, il m'a dit c'est Auschwitz. Bon, là, on va un peu loin. Mais en fait, c'était plutôt un clin d'œil, d'ailleurs, à un photographe qui est exposé en ce moment au Jeu de Paume, qui s'appelle Albert Renscher-Paps. C'est tous les constructivistes des années 30, allemandes, mais même américaines, ils ont beaucoup photographié les usines. Et puis, j'ai vu une ombre de la cheminée sur un mur. J'ai pensé à ça. C'était un peu... Pour moi, il y a toute une école de la chambre qui ont fait beaucoup ça, les cheminées, l'industrie, les grandes usines, comme ça, la chambre. C'est un clin d'œil. Ça, je n'avais pas pensé à Birkenau, Auschwitz. Donc voilà, moi, c'est comme ça. C'est vrai que ce plan, je l'ai fait 2-3 fois, mais je voulais vraiment... C'est au début, et j'ai commencé le tournage par ça. Après avoir fait une audience peut-être... voilà. Et donc, la construction des scènes, on appelle ça des respirations, nous, ce qu'il y a entre les entretiens. Bien sûr. On va filmer la cour, et au fur et à mesure, on voit un peu plus d'espace. Ça a été pensé avant le tournage. Déjà, c'était par rapport à ce que vous avez pu tourner, justement. Quand j'y étais la première fois, ils m'ont fait visiter mais j'ai rien compris. Voilà, je sais même pas où j'étais. Il y a un psychiatre très gentil qui m'a montré comment c'était. J'ai vu qu'il y avait c'est impressionnant, parce qu'il y a des cours en étage. Alors donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et puis, non, c'est fait au fur et à mesure, mais calmement. J'avais c'était pas simple pour l'équipe qui m'accompagnait, parce que on a constaté que ce chariot faisait du bruit. Après, on a pas mal travaillé un peu, voilà, les unités, parce qu'il y avait personne où il y avait beaucoup de monde. Et alors on a tout essayé, on a parlé avec les gens, et Claudine qui était derrière pour leur faire signer les autorisations. Et surtout, ça a été là où je me suis dit qu'il fallait faire attention, et que je les ai pas montées, sauf une, mais c'est pas tout à fait la même. C'est l'autocomplaisance de l'image de la psychiatrie, c'est-à-dire, est-ce que je peux faire un petit message à ma maman? Donc il y en avait beaucoup qui venaient. Voilà, je vous dis bonjour maman, je t'aime, j'espère, voilà, tout va bien. On en a eu beaucoup, une quinzaine. Je les ai tournés, bien sûr, pas de problème, je peux leur faire plaisir. Et puis... Mais en sachant qu'ils ne seraient pas au montage. Voilà, je me disais, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Et dès que j'ai commencé, on a tout projeté, bien sûr, les rushs en projection à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a tout vu en projection, le 4 ou 6. Pas trop, parce qu'il y a des moments où t'en viens, mais on a projeté comme c'était un film. Parce que moi, j'ai été mon premier film numérique, je me disais, voilà, qu'est-ce que c'est, comment je vais être mangé avec ce numérique? Alors on m'a d'abord rassuré, on m'a dit, l'étalonneur, un jeune qui était chez Éclair, il m'a dit, écoute, à mon avis, tu dois rester chez Soniro. Mais tu peux aller ailleurs, hein, mais moi je te conseille de rester dans la famille Sony, parce que c'est celle que je manie avec assez d'aisance pour rectifier les trucs. Le mieux, c'est la F65, c'est celle qui est truc. Mais il y a un truc, il faut que tu vois avec eux, les optiques. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, on m'a dit que l'optique était primordiale dans le numérique, au moins 50-50.
Écoutez Raymond, on peut faire venir de Los Angeles des Panavision. Ils sont très gros et ils marchent très bien. J'ai dit, si vous faites des Panavision, moi je connais la réputation, tous les tournages que j'ai été même à Los Angeles, moi, et toujours Panavision, là, et j'ai dit, ça me va très bien. Écoute, on te fait venir des Panavision, tu verras, leur rendu est très doux, de qualité, il faut que tu tournes en 4K, et là, le fichier, là, on va pas te dire, mais il vaut 6 000 €, mais il te fait 50 minutes. Alors on va t'en donner plusieurs pour que tu puisses t'étourer, et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse les backups, là, parce que sinon... il faut le plus vite possible. Bon, donc on s'est organisé. J'ai pris un assistant caméra qui a été caméraman, et Claudine a beaucoup travaillé sur le son aussi, avec 2 personnes qui l'ont aidé. On ne pouvait pas équiper les prévenus, enfin pas les prévenus, les hospitalisés. Donc l'idée c'était à la perche. Donc on a fait venir la meilleure perchman de Paris, qui est une copine de Claudine, qui avait déjà perché sur 10e chambre, qui était à côté de moi, et qui est juste au-dessus du cadre. Parce qu'on ne peut pas leur mettre d'un micro à ces gens-là. On peut équiper le président, le juge, on peut équiper les avocats, on peut équiper tout le monde, mais on ne peut pas en mettre. D'abord, moi je suis contre. J'avais Claudine, quand j'ai tourné Urgence, j'ai dit non, t'équipe pas, quoi. Je sais que c'était la mode, et puis que c'est pratique. Hop, puis perche et micro émetteur, c'est relativement bon, c'est même très confortable, puisque maintenant il y a des multipistes. Mais voilà. Donc le problème un peu c'était de percher, mais c'était bien parce que ces gens-là du coup restaient comme ils étaient. Certains arrivaient, il y en a encore quelques-uns qui sont arrivés en pyjama, mais le principe c'était qu'ils étaient plus en pyjama quand même. Bon voilà, qu'ils étaient considérés comme des individus à part entière. Moi j'avais raperçu très vite que dans les effets secondaires de ces produits, il y avait le fait que les gens ne clignent pas des yeux, un regard fixe comme ça. Et je me suis dit, il faut faire un gros plan, quoi, parce que sinon, la pièce est ingrate. Donc voilà, moi je bougeais le moins possible, comme toujours le principe du lampadaire et du porte-manteau. Je bougeais pas, j'étais à côté de la présidente, du juge. Elle avait une porte ouverte derrière elle en cas d'agression. Bon, j'étais là, comme ça. Je ne voyais pas trop les patients, parce que j'étais derrière, un peu caché. Moi, les gens qui trouvent qu'elle est très grosse, la F65, elle ressemble à une grosse caméra 35, moi, ça me permet d'être un peu derrière eux. Mais, voilà, il n'y a pas de dissimulation, parce qu'il y en avait une autre à côté, puis il y avait celle qui voit bien quand même. Donc tout le monde me voyait. Il n'y a pas eu beaucoup, effectivement. Je pense que ça vient du fait que les gens vivaient ils voulaient sortir, ils savaient que c'était important cette rencontre avec le juge des libertés. Et donc, je veux dire, le tournage d'un film, ils s'en foutaient, quoi. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a très peu. Il y a une personne qui dit quelque chose, mais très peu, quoi. Qui dit filmez, zoomez, mais bon, les autres. Voilà, ça c'était... et même les gens, alors moi je m'y attendais pas parce que ils m'ont dit mais vous pouvez aller aussi aux unités de malades difficiles. Alors, j'ai visité et puis il y a des gens qui sont arrivés des unités de malades difficiles avec des infirmiers et voilà, donc effectivement je savais un peu de quoi il s'agissait quand même. Et il y en a 10 en France, effectivement. Bizarrement, j'avais toujours rêvé, enfin entre guillemets, de tourner dans des unités de malades difficiles, mais c'était pas du tout mon enjeu là. Si j'étais là, bien sûr, pourquoi pas. Il y avait quand même des gens aussi que je me demandais qu'est-ce qu'ils étaient, parce que j'ai pas le dossier, moi. C'est toujours le problème de ce cinéma-là. Et le dossier, visiblement, il n'est pas très épais, quelquefois, parce que visiblement, les avocats l'ont, mais l'ont pas en entier. Les juges, en fait, non plus, l'ont pas tellement... Donc vous filmez sans savoir ce qu'ils faisaient. On ne savait pas qui c'étaient ces gens, on ne sait pas bien. Même, on le voit bien, parce que les juges de la vieille génération, là, un peu paternaliste, qui sont pas si inintéressants que ça, parce que c'est la vieille école, mais bon, nous, ils servaient bien au montage, des fois, parce qu'on se disait, oui, alors... Dites-moi, vous êtes marié, vous faites quoi dans la vie? C'est absolument pas terriblement prévu de ce qu'ils doivent dialoguer avec le prévenu, avec l'hospitalisé. Mais nous, c'était important de savoir un peu quand même quelque chose, parce que on a ces visages. Et pour le spectateur. Moi, à chaque fois, on me dit, tu filmes que des pauvres. Ok, ça va, mais c'est pas vrai. Je voyais bien qu'il y avait des gens
je sais pas, dans leur nom, là où ils habitent, c'est pas vrai, ça, c'est toujours... Les habitants, on m'a dit, c'est que des pauvres. C'était énervant, quand je veux dire, il y a de la classe moyenne. Je dis pas, effectivement, qu'il y a la grande bourgeoisie de Dijon qui s'est précipitée à venir dans la caravane des habitants. Mais quand même, il y a des gens, on le voit bien d'ailleurs, la personne qui a tué son père et c'est plutôt une classe moyenne, hein. Je veux dire, bon, c'est pas forcément... bon, les ouvriers, des employés, celles qui travaillent à la comptabilité d'Orange et tout. Bon, bien sûr, ça touche toutes les gammes de la société, ça, la maladie mentale. Hein. C'est malheureusement... Oui. Alors même si... Justement, est-ce qu'on peut faire une analogie entre le processus d'enfermement que vous avez peut-être créé avec les habitants, de créer cette caravane, et de retrouver peut-être ce même cloaque, mais imposé, qui est imposé par la justice ou imposé par l'hospitalisation, dans ce cadre fermé, et donc cette promiscuité créer davantage l'échange et le dialogue. Est-ce qu'il y a une analogie entre vraiment les habitants et 12 jours? Oui. Ben, je dois avouer que j'aime ça, moi. Effectivement, l'enfermement, quoi. À la fois j'en ai peur, tout le monde... Pourquoi une expo à la Fondation Cartier-Bresson à Paris, où c'est un des 4 thèmes qui est avec l'enfance, la terre natale, les voyages, la douleur et l'enfermement. Donc c'est vrai que j'aime ça, mais j'aime ça. Il y a 2 choses. Il y a effectivement peut-être une peur, une crainte. Pourtant, j'ai pas été en prison, mais enfin comme photographe, on m'a mis quelquefois en prison parce que j'avais fait une photo à Prague dans la rue, voilà, ou au Tchad, quelquefois. Mais ça, c'est peut-être une peur, effectivement. Mais si aussi j'aime ça cinématographiquement parce que j'ai toujours peur, j'ai l'impression que dans ma philosophie, pour moi, au-dessus d'eux, c'est la foule pour moi. J'aime pas trop filmer beaucoup de gens, quoi. Et puis aussi, pendant les montages de mes premiers films, je m'apercevais que si je bougeais, que c'était moins bon. Et puis j'avais des monteurs de la vieille école, et ils me disaient, oui, c'est intéressant, toi tu dégages l'écoute, toi, il faut dégager l'écoute, vraiment. Et je me disais, bon, effectivement, quand je connaissais pas Claudine, avant Urgence, j'étais tout seul, c'est moi qui faisais avec ma caméra, qui faisais le son, donc je m'approchais. Et plus je m'approchais, plus je sentais que c'était intéressant, mais j'étais malheureux en tant qu'homme d'image, parce que j'étais obligé de faire un cadre qui n'était pas trop dans ma philosophie. J'aurais préféré être un petit peu en retrait. Et puis, quand j'ai rencontré Claudine, je me suis aperçu qu'il y avait toute une philosophie du son aussi, qui était très proche de l'instant décisif de Cartier-Bresson. C'est-à-dire, on regarde pas les gens qu'on filme, on touche pas le potentiomètre, quand on module à la perche, c'est-à-dire quand la personne parle fort, on lève la perche, et puis quand elle ne parle pas fort, on la descend. Donc, et puis, elle me demandait toujours mon cadre, donc il y a vraiment, c'est un ballet, quoi. C'est une symbiose, et qui est un espèce de truc complètement extraordinaire. Et donc, et c'est comme ça qu'on en atteint, effectivement, des petites choses, plus des petites choses qui font que au fond, plus en plan séquence, mais ça c'était plutôt dans les années 70, maintenant dans des petites séquences. Donc il y a toujours savoir comment s'approcher, et effectivement le fond. Moi je sais qu'il y a un grand photographe japonais qui s'appelle Ueda, il disait toujours, il y a un magnifique photographe. C'est le fond qui est le plus important dans la photo. Je me rappelle, j'ai lu ça, puis c'est un photographe qu'on peut trouver dans des petits livres de poche, même encore aujourd'hui, et de dégager, quoi, de se dire, voilà, d'être... Donc c'est vrai que cet univers de l'hôpital psychiatrique me va bien, mais il faut pas que la prison aussi, oui, ça pourrait être... me va bien. Alors la prison, j'ai jamais pu tourner pour des raisons, il faut chuter les gens, il faut donc mettre. Ça aurait été une voilà, il y a pas de même, truc. Finalement. Alors j'y ai été faire des photos pour un journal de retraités. Alors là où j'ai fait les meilleures photos, c'est le directeur, c'était à Clairvaux, l'hôpital, à la prison, une prison, et il m'a dit, mais peut-être si vous voulez pas aller voir le mitard. Alors j'ai dit oui. Puis là, je me suis aperçu qu'au mitard, il y avait des choses. Cette photo qui est à la Fondation Cartier-Bresson, effectivement, le mec, il y a des moments. C'est un double récidiviste, donc c'est une longue peine, hein, c'est une centrale. Il est plutôt un cadre supérieur, c'est un directeur de maison, une grosse maison. Il lui dit, de temps en temps, il demande à être au mitard parce qu'il est tout seul.
Donc là, on peut repenser à la phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres. Et c'est vrai que quand tu es dans une prison, moi j'ai fait des photos un peu de dos comme tout le monde, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. La preuve, c'est que d'ailleurs, un des patients du film dit « je voudrais retourner en prison ». Parce qu'effectivement, il y a un peu plus de monde. Alors, moi, j'aime pas trop ça, personnellement, comme cinéaste. Mais c'est pour ça que j'aime le désert, c'est pour ça que... Mais même dans ma photo, je vois 2 personnes, moi, ça me suffit. Et je sais que j'ai des confrères de ma génération, des gens que j'aime beaucoup, hein, Le Quérec ou d'autres, de toute l'école Viva, bien avant. Ils adorent quand c'est compliqué. Alors, il y a une main, ils me font marcher l'hyperfocale, là, une main, un truc comme ça. Uccello. C'est leur grand peintre qu'on peut trouver à Florence. Ça. Il n'y a pas beaucoup de peintures de lui parce qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très compliqué. Et c'est une composition. Et quand ils arrivent à la faire par hasard, ils sont heureux. Moi, c'est pas du tout ça. D'une nature comme ça. Même moi, il y a des gens qui m'ont dit... La photo de New York... Oui. Vous avez, de moi j'aime, Square, bon ça, je suis comme tout le monde, c'est une belle composition de haut en bas, je suis content, mais non. D'ailleurs même les gens me disent, moi, les photos sont un petit peu primaires, moi, un peu simples, et il faut du temps un peu pour les âmes. Qui va à l'essentiel. Oui, il va à l'essentiel. Je sais pas, c'est peut-être ma nature, moi, voilà. Tac, je fais l'essentiel, un peu très simple comme ça. Et c'est vrai que quand je filme aussi, on le voit. Alors, j'ai pris des risques quand même dans ce film, parce que je me suis dit, bon, par exemple, il y a une unité, il y avait une malade, comme dans tous les domaines, il y a une malade un peu, la caricature de la malade, c'était cette dame forte, noire. Oui, qui traîne les pieds. Et je me dis, bon, vous voyez, elle était plutôt, elle avait envie de se faire filmer, comme ils ont tous un peu envie de se faire filmer. Et j'ai dit, on va faire un plan, comme ça on va avancer, toujours sur ce principe, et puis on s'occupe pas d'elle, elle rentre, elle sort du champ, et on fait un petit plan de 4 minutes, 5 minutes. Ça n'a pas manqué, elle est partie, puis elle est revenue vers moi pour dire, et elle m'a dit, je suis content de vous revoir, je sais pas ce qu'elle dit en passant devant la caméra. Bon voilà, donc ça c'est pour un peu sortir de l'éternel. Bon, ça ne va pas empêcher que le gars qui fait la promenade tout seul, là, je suis fixe, j'ai pas de raison de bouger, là. J'aurais pu avancer aussi, bien sûr. Parce que c'est un peu la maladie de tout le monde de bouger dans les films. Hein. Il ne reste pas un plan fixe. Mais bon, moi, je suis plutôt quand même de l'ancienne école. Un plan fixe, quand il est bien composé, les gens de l'Est... Et puis, d'ailleurs, j'avais fait un petit film au Banquite où ça montre bien que j'avais gambergé cette idée, la lumière, c'est le bonheur, et le cadre, c'est la douleur. Parce que je sais que c'est plutôt des gens de l'Est qui étaient des grands douloureux, les gens de l'Est, hein, les Tchèques, mais aussi les Russes, puis beaucoup de gens, les Allemands aussi. Et ils étaient toujours dans des cadres. On les voit toujours. Quand je vois à la télé, quand je zappe comme ça, je vois que c'était des gens de l'Est. Là. Même s'ils ont été expatriés à New York, quelque part, et c'est des grands cadres. Et puis le bonheur, des fois, il arrive comme ça. Un jour de novembre, comme ça, une belle lumière qui rentre, comme ça, c'est peut-être l'enfance pour moi, je sais pas, c'est magnifique. Wow. Donc ça me donnait du bonheur, quoi. Donc c'est un peu pour ça, et je passe de l'un à l'autre. Je suis tiraillé entre l'un et l'autre. Voilà. On a eu l'impression qu'à peut-être à 2 moments seulement dans le film où vous sortiez du cadre, et c'était peut-être des gens que vous filmiez qui sortaient du cadre. On a eu un premier moment où il y a une des magistrates qui dit avec une forme d'humour que finalement elle sert à rien, et que là elle sort du cadre de son métier et qu'elle revienne très vite dans sa posture. Et le deuxième moment où vous filmez quelqu'un qui sort un peu du cadre, c'est la personne à la toute fin qui vient vous remercier parce que vous lui avez offert un café. Et c'est les 2 moments où et la procédure pénale et la procédure d'hospitalisation, elle est déviée de son... C'est intéressant la dame parce que finalement moi je l'attendais un petit peu quand même, parce que j'avoue que de rester une machine, j'aime pas ça, quoi. Donc mais comment montrer que, non pas que j'avais une relation particulière avec eux. Je joue pas l'ORTF dans les années 70 à des grandes tapes dans le dos, ceux-là je me méfie d'eux, mais quand même on leur parlait, mais sans
pensé. C'était pas une caméra de surveillance. Voilà, on voulait, une caméra de surveillance. Et donc cette dame, je crois que c'est le régisseur qui lui a payé un café. Et quand j'ai tourné le plan, en plus j'étais dans une optique vraiment, et c'était le 60. C'est même un des rares plans 60. Parce que j'avais 4 optiques. J'avais le 25, le 40, le 60 et le 100. Toute la lignée, le nombre d'heures parfait, là, voilà, la série parfaite. Et le 60, je me suis dit, tiens, je vais tourner un peu avec le 60, je le mets, je tourne un truc qui a vraiment pas grand intérêt, un bout de... Et puis je vois cette femme qui rentre, comme quoi, c'est un truc qui se prépare pas, qui fonce vers moi, voilà, mise au point, oulala. Et elle me dit que me remercie pour le café, et c'était... Donc ça veut dire comme ça, puis elle repart. Donc, je crois qu'il a sorti le panneau. Il y a un panneau, il l'a sorti, paf, il a repassé un cadre fixe. Et cette femme, bon voilà, elle est touchante, et après on la voit. Et c'est vrai que ça, c'est le truc de, voilà, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais j'aime bien ça, ces petites heureuses surprises, quoi, qui fait que c'est du cinéma, et que, moi je savais, parce que j'ai dit, on va pas au bar, on va pas à la cafétéria avant la moitié du film. On va pas essayer de se faire copains parce que... C'est du tournage. Oui, oui. Et puis on tourne, on restera là tout le temps, on va passer un non-stop et voilà, et puis on bougeait pas, on restait comme ça. Mais c'était un plaisir, C'était... j'avais l'impression que tous les plans étaient déjà tracés comme ça, un peu dessinés... je sais pas, j'en ai tourné, mais bon, j'ai tourné un peu la télévision, parce que j'en avais fait beaucoup quand j'avais fait Saint-Clément. Je me raccrochais même, je crois que j'ai l'enterrement d'Aldo Moro dedans. Mais j'avais beaucoup, parce que j'ai passé de la télé aux gens, quoi. Certains étaient violents. Plus c'était des films post-synchronisés, avec ces lumières, ces musiques américaines de série B. Ça foutait le frisson dans les couloirs, comme ça, parce qu'il y a une espèce de puissance, ils mettaient la musique à fond, quoi, parce que ça évitait d'entendre trop les plaintes ou les gens qui criaient, etc. Et je soupçonne, enfin bon. Là, il y a toujours quand même la télé est ouverte. J'ai tourné des séquences avec la télé française, comme je suis partenaire France Télévisions, donc j'ai fait gaffe à tourner des France Télévisions, au cas où. Mais j'ai tourné Nagui, ou j'ai le jeu des 1000 francs, pas le jeu des 1000 francs, mais j'ai tourné des trucs. Mais ça n'a pas marché. Il y avait beaucoup de femmes devant. Parce qu'il y a deux télés par unité. Quelqu'un peut se corréler, voilà, il y a 2 télés. Mais bon, voilà, ça, j'ai pas cherché. J'ai pas forcé, en fait. Mais finalement, on n'a pas l'impression que vous cherchez à faire un portrait de l'établissement, ou de l'institution, ou quoi que ce soit, justement. Parce que vous auriez pu le faire, finalement. Vous aviez oui, bien sûr. l'accès. Oui, j'aurais pu redemander. On avait... il y a des petites choses comme ça. On a toujours un petit regret parce qu'on les a tournés. Puis c'est des gens... mais c'est humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens que moi j'ai monté, et puis j'ai quand même appelé une personne qui travaillait au Vinatier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? C'est divers. Elle a l'unité de... C'est un réflexe de dire, mais elle donnerait l'impression de le bon Dieu sans confession, et elle est jeune, elle est pas loin, en plus elle était à côté de Villefranche-sur-Saône. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, Raymond, elle a foutu le feu à son collège, sans arrêt. Elle fout le feu à tout. Ah, tu te dis, merde, tu vois, d'un seul coup, là, tu vois dans un autre monde, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant. C'est plus impressionnant que le pénal. Parce que le pénal, en fait, j'avais été averti, on m'a dit, Raymond, tu vas voir tes petits délinquants, ils sont là sur un banc, tu vas savoir, ils ont souffert, ils ont été orphelins, machin, par les enquêteurs de l'APCARS, tu vas savoir qu'ils ont eu quand même vraiment pas de chance dans leur vie, hein, et qui pourraient être en colère parce que vraiment la vie leur a pas souri, mais ils vont rien dire. Un peu les femmes dans 10e chambre ou délit flagrant, les femmes elles se laissent moins battre, il y en a moins. Et alors elles crient, c'est dégueulasse. Alors toi, effectivement, comme ce cinéma repose sur quand même un moment fort forcément,
de la parole, de cette parole un peu jetée, ce discours frais, comme dirait Goffman. Tu es obligé un peu de marcher avec ça. Et c'est vrai que les gens qui disent rien et qui sont là un peu abrutis avec des monotes, avec un gendarme, je te dis, mais bon, voilà, il faut se révolter. C'est ça qui est peut-être étonnant dans votre cinéma, c'est que face à peut-être énormément de misère sociale avec à chaque fois les institutions, il y a, moi je trouve qu'il y a toujours un optimisme qui se dégage de votre cinéma où on a foi en l'humain, ou enfin, moi en tout cas c'est ce que je ressens à chaque film, et surtout avec les habitants qui finalement je me mettais à la place de d'autres spectateurs et peut-être je faisais le film pour les autres en me disant que il y a peut-être des tas de gens qui pourraient voir votre film d'une façon négative en disant mais regarde ce que c'est la France maintenant, regarde c'est lamentable leur discours, et finalement il y a un optimisme permanent qui émerge, et confiance, de croire en l'humain et de croire avec une bienveillance. Est-ce que vous avez l'impression, même en filmant toujours cette misère sociale avec 12 jours, c'est d'avoir cet optimisme et cette foi laïque, on va dire, ou Oui, moi je crois. Moi ça me fait plaisir que vous me disiez du bien des habitants, parce que je l'ai pas tourné comme un piège, bien au contraire, j'ai un dispositif. Beaucoup d'ailleurs de jeunes femmes s'y ont prêté, hein, beaucoup, et puis beaucoup de spectatrices ont trouvé ça très intéressant. Et il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils ont comme ça un blocage, mais j'avais l'impression que ces gens sortaient pas, n'allaient pas dans les cafés et voyaient pas leurs contemporains. Moi je suis vraiment... moi j'ai l'impression d'avoir fait un vrai portrait de France. Oui, à ce moment-là, en tous les cas. Bon, voilà, il est aussi, bien sûr. Mais en tous les cas, moi, je crois que personnellement, je suis foncièrement très optimiste dans ma vie. De fait de mon parcours, il n'y avait pas de raison. Des fois, j'en ai voulu à Paris parce que c'était une ville dure, oui, pas très sympathique, on le sait. Et j'ai eu du mal un petit peu, mais je suis profondément... je suis quelqu'un de pas triste du tout, et quelque part, même je dirais, c'est dans la quintessence de faire une image. Parce que je me souviens bien, il y a des moments, quand j'étais en film surtout, que je tournais, je lançais une caméra, parce que j'avais bien compris que la différence entre la photo et le cinéma, c'est qu'il faut être au début de la séquence quand t'es en cinéma, sinon t'es foutu. Parce que si tu déclenches à la fin, t'as rien. Il faut partir, et quand je tournais, j'appuyais sur un truc, ça me coûtait cher, je connaissais le 16, ça coûte cher, et il n'y a rien, il se passait rien. Et il faut quand même avoir une certaine dose d'optimisme pour tourner 2 personnes dans un couloir d'un commissariat où il se passe rien souvent, parce que c'est un peu laborieux, il n'y a rien, et que t'écoutes, t'attends. Et puis d'un seul coup, ah bah oui, par les temps qui courent en ce moment, il y a beaucoup d'étrangers. Oh merde, et formidable. Et là, t'as le départ. Parce que si tu n'as pas le démarrage, tu peux comprendre. Et donc, en fait, ça veut dire que même ces gens-là qui disent ce qu'ils disent, je m'en fous, ça c'est leur problème, il faut quand même y croire. Il faut avoir une certaine dose d'optimisme. Oui, il faut faut aimer l'homme, faut aimer les gens. En tous les cas, c'est une attitude à avoir avec eux. Moi, je vois que dans 12 jours, mince, alors, j'ai vraiment fait... je me suis vraiment efforcé de bien les filmer, les gens, de bien les écouter, de pas... Même je savais que ça allait être assez banal au fond. Bon, comment ça va? Alors, comment ça se passe? Et alors, vous voulez sortir? Ben oui. Et vous allez aller où? Et etc. Au fond, c'est presque une discussion d'un café de commerce ou d'un ami. Au fond, on a tous été confrontés à ce c'est-à-dire qu'il y a un ami qui va pas très bien, tu le vois, tu dis alors, oh bah, toi, d'un seul coup, tu es plutôt un peu optimiste par rapport à lui, ça va s'arranger. Je sais pas, mais t'as d'une manière naturelle, tu fais ça. Tu te dis, voilà. Moi, je sais que quand j'avais été dans les hôpitaux psychiatriques en Italie, le centre de Basalia, j'avais vu des jeunes psychiatres, je me suis dit, putain, ils sont forts. J'avais une admiration devant eux, parce que je disais, des fois, moi, ça m'arrivait, ma petite amie, elle était énervée, elle se mettait en colère, et moi, je faisais pas je me disais, la prochaine fois, si elle se met en colère, si elle est énervée, j'avais vu l'attitude des psychiatres, des jeunes, comme ça, branchez pas.
Reine Elisabeth, comme je disais, magnifique. Ils répondaient pas, ou ils répondaient comme il fallait, parce qu'il faut aussi répondre des fois, bien sûr. Mais c'était quelque chose de formidable. Je me disais, mais comme on voit dans la rue, des gens, des fois on en a marre, il y a des gens un peu des déviants qui sont en liberté, on va pas tous les garder dans les hôpitaux, les enfermer les gens. Et on sait qu'il faut pas les fixer, il faut pas les montrer du doigt, il faut un petit peu répondre gentiment avec eux. C'est une attitude d'ailleurs même innée que tout le monde fait. Tout le monde fait d'une manière, sans avoir suivi de cours de psychiatrie ou de voilà. Donc moi je pense que oui, c'est des films optimistes. Moi je trouve pas triste ce film 12 jours. Bien au contraire. Triste, peut-être. Il est impressionnant. Je trouve ça. Il est impressionnant, mais voilà, c'est aussi une facette de notre société, de la ville, de notre période, de notre temps. On vient là de faire un leg à la BNF de toutes les bandes son de nos films. C'est eux qui sont venus nous voir, on a dit, bien sûr, tout ce qui est out aussi, les in et les out. C'est étonnant parce qu'on parlait, on se disait, on a parlé de caméra, de photographie, et comme là on est sur aussi une émission de radio, c'est aussi une critique que certains spectateurs qui n'ont peut-être pas les armes, après c'est pas péjoratif, mais pas les armes de pouvoir avoir un objet aussi fort que ça sous leurs yeux, en regardant votre dernier film, c'est de se dire, à quoi ça sert les images? Je pourrais simplement entendre c'est des entretiens. Oui. Et ça sert à quoi ces images-là? Est-ce que c'est une critique que certains spectateurs pourraient avoir, qui sont peut-être pas armés pour avoir cette force, cette puissance par l'image, et se dire voilà, est-ce que c'est simplement des entretiens filmés et à quoi sert la caméra? Moi je trouve que le son est quand on est au montage, voilà, c'est le son qui est un petit peu. Mais je crois qu'ils sont pas concurrents là. Ce qui est beau là dans ce film, c'est que les images sont quelque chose, bien sûr on a besoin des images, on a besoin des gestes, des jeunes femmes comme ça, on a besoin de certains gestes. Et puis il y a cette bande son qui dicte quand même la puissance du thème. Alors c'est vrai que quand on avait le même thème, avec les deux patients et sur le même thème, qui était peut-être un thème assez proche comme ça, je sais pas, de plein de choses comme ça, des cas assez similaires. Donc on s'est dit, voilà, il faut en garder un des deux. Tout en ayant ce souci-là d'être assez avec la parité, voilà, et que ça touche un peu toutes les couches de la société. Et c'est vrai que le son est important. Parce qu'il est là pour installer l'écoute des gens. Et si on décroche l'écoute, moi je sais, parce que par exemple quand on était à des moments où on était à 3 heures de film, là, le test c'est, on décroche. Et on décroche pas l'image, on décroche au son. Et quand tu décroches au son, t'as beau avoir une bonne image, tu t'en fous. Il faut qu'on soit il faut qu'on soit dans l'écoute. Alors ça veut pas dire que tout est dans le son, bien sûr, puisque c'est un film, parce que quand tu écoutes bien, moi je sais que Claudine, quand on s'est rencontrés, elle avait tout de suite vu que j'avais déjà fait bien sûr des films avec moi-même le son, avec le casque bien sûr, et que je bougeais pas, etc. Elle disait, Raymond, c'est un homme, il est un peu au-dessus de la moyenne des hommes, parce qu'il écoute un peu. Parce que c'est marrant, cette histoire que les hommes écoutent pas très bien. Pas tous, bien sûr, mais il y en avait un peu. Et que moi j'avais aperçu quand j'ai fait le film sur Giscard, les femmes, quand je les projetais à des femmes, peu importe de tous bords, à l'époque, puisque c'était le seul luxe que je pouvais faire, c'était des projections privées comme ça. Et les femmes disaient, c'est un mec, quoi, bien sûr. Et il écoute pas trop, et puis il pense à lui, et il frime un peu, quoi. Comme Giscard, quoi, bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Il y en a beaucoup comme ça qui sont depuis. Et les femmes, elles étaient un petit peu... Elles avaient cette tolérance. Alors, est-ce que c'est à table, dès l'enfance? Elles sont dans une situation d'écoute, peut-être, un petit peu plus que d'autres. Ça donne des bons cinéastes, bien sûr, ça donne des bons ingénieurs du son. Mais l'écoute, elle n'est pas non plus...
elle a aussi son environnement. Et pour qu'on écoute bien, il faut il y a plein d'ingrédients. Et je pense que si peut-être qu'aussi, si j'ai pas de souvenir précis, mais si quelqu'un disait des choses intéressantes, mais que l'image était pas très intéressante, était reboussière, comme on dit en occitanais, là. Je sais pas quoi, ils disent ça comme ça. Il faut aussi une grâce. Moi, je le vois, par exemple, sur les films que j'ai fait sur les paysans. Il y avait beaucoup de silence, hein, c'était des taiseux, quoi. Mais il y avait quand même quelquefois de la parole. Et ils étaient magnifiques aussi. Parce qu'il y avait une gestuelle aussi avec. Donc la gestuelle allait avec ce son, qui était économe, qui était rare, qui était silencieux, mais était utile, parce qu'il ne parle pas pour rien dire, quoi, bien sûr. Donc il y a aussi cette parole qui est... Ce film c'est un film, c'est le contraire des habitants, mais à la fois c'est complètement complémentaire. Mais oui, c'est ce qu'on se disait. Vous venez d'entendre un entretien avec Raymond Depardon réalisé grâce à l'équipe de l'Arvor qui l'avait invité pour l'avant-première de 12 jours. Nous remercions également Jules Topoc qui nous a accompagnés pour cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de Canal B. Et on se quitte avec Raymond Depardon que je remercie bien évidemment. À très bientôt, ciao. Juste une dernière parce que c'est surtout sur le fait de alors comment formuler ça, c'est encore le regard du spectateur qui peut devenir que chaque spectateur peut devenir un juge et d'avoir 10 personnes qui sont face à la caméra et d'avoir à chaque fois un jugement qui est négatif ou alors un seul qui est mis en suspens avec une délibération, mais de se dire si à un moment donné il y avait eu aussi une possibilité de libération, ça aurait été encore peut-être plus intime pour les spectateurs de se dire et de se mettre à la place du juge et c'est ça peut être moi je faisais l'analogie, on est tous sur un comptoir du PMU à pouvoir critiquer un sélectionneur d'une équipe de France ou peu importe, et d'avoir aussi cette vision là un peu dure, de dire moi je l'aurais pas laissé sortir ou moi je l'aurais laissé enfermé. C'est ça qui est... Oui, bien sûr. J'ai fait une projection vendredi au Barreau là de Paris, qui sont plutôt des durs. Alors ça a été un déferlement pendant une demi-heure et un peu tous les sages un peu dans une salle qui viennent toujours en deuxième. Donc ils sont obligés de parler là. Parce que quand c'est un déferlement, je sais pas quoi, ça sert à rien cette loi où les psychiatres, les juges ont trop de pouvoir, etc. Et d'un seul coup, il y a une dame qui a dit, écoutez, moi je vais 2 fois par semaine dans l'hôpital psychiatrique, maintenant depuis qu'il y a cette loi, je peux rentrer de partout. Et j'ai mes clients, et s'il y a quelqu'un qui ça va pas, je suis un observateur étranger extérieur de l'hôpital. Donc, alors il y a eu un silence, parce que je suis avocat, et que j'ai ce sauf-conduit, maintenant grâce à cette loi, je peux rentrer. Et donc avant, j'avais pas le droit d'entrer. Donc si vous vous rendez compte, alors bien sûr, il y a encore des abus, on va y veiller. Et peut-être que voilà, c'est peut-être ça un peu, ça promet des débats assez houleux, hein, mais tant mieux. Parce que, alors on a plus, vous voyez là, il y a le président de la cour d'appel qui vient tout à l'heure. Quand même, des gens. Donc c'est bien et puis il va y avoir des gens, peut-être sans doute, des anciens, je dirais, hospitalisés, qui ont eu un passé. Il va y avoir des avocats. Et il va y avoir des psychiatres. Et donc ça va dépasser le cadre du cinéma. Et moi je leur laisse parler parce que j'ai dit attendez, moi je suis comme vous, hein, au fond, je découvre, je suis un spectateur lambda, je suis un citoyen. Je suis pas inquiet parce qu'à Rennes ici c'est quand même un pôle de la démocratie depuis longtemps, mais enfin, ça, bon voilà, les Français on les connaît, ça va parler, mais je suis sûr. D'abord, la preuve, c'est que les salles sont pleines, les avant-premières sont pleines ici. Bon, je suis pas inquiet, mais c'est un film pour tout le monde. C'est un film pour tout le monde, pour tous les. Je veux dire. Mais c'est pas la première fois que le personnage principal entre guillemets d'un de vos films, je pense à 10e chambre, même à Délit flagrant, est un juge ou en position de juge justement. Et où le spectateur lui-même de toute façon va se retrouver. Et pour ces précédents par exemple, vous n'aviez pas ressenti ça, ou même vous, quand vous décidez à la construction du film d'utiliser justement ce personnage récurrent
le juge. Ben C'est là, bien que le spectateur en lui-même, de toute façon, va se retrouver dans cette position lui-même de juge, sans s'identifier forcément. Bien sûr. Ce que je sais, moi, c'est que ça vieillit pas, ça bouge pas trop. Alors il y a des dispositions des lois qui changent un peu, bien sûr. Il y a plus les étrangers, quand même. Attention, ils ont quand même fait attention. Il y a plus les étrangers de la même manière que dans Délit flagrant. Bon, ils font gaffe maintenant. Mais donc ça bouge pas. Alors est-ce que ce film bougera? Est-ce que on reverra ce film? On se dira mais c'était le Moyen-Âge, comment on pouvait faire avant? Et puis est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de... Peut-être, je sais rien. J'espère que ça restera, il restera... c'est un peu comme une bonne photo, quoi. Qu'on peut regarder à l'envers ou dans un miroir. Elle bouge pas trop, quoi. Ils tiennent bien le temps, quoi. Parce que l'épreuve du temps est importante. Il y a ce qu'on va voir maintenant, hein, puisque le film est fait pour ça. Moi, je fais un film pour ça, pour le montrer tout de suite, hein, et pas le mettre en boîte, pour le regarder dans 20 ans. Mais c'est vrai qu'aussi, du fait que j'ai 75 ans, ça me confronte aussi, parce que j'ai des films qui ont déjà pas mal d'années. Et donc, il y a des gens qui viennent vers moi, des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de les voir, et qui le voient soit en DVD, soit en projection. Il y a même certains qui sortent longtemps après. Hein, oui, bien sûr. Campagne, qui a du temps avant d'être... Là, il y a une rétrospective, j'espère qu'elle va sortir, parce qu'elle pourrait venir à Rennes, cette rétrospective. Il y a des films qu'il faut quand même voir en projection, quand même, dans sa vie, parce que c'est quand même mieux la projection, le plaisir de la projection, comme ça. Et c'est vrai que ça m'impressionne, des gens qui ont 25 ans, 20 ans, là. Ça, c'est la plus belle récompense. Et qui disent, voilà, ils le découvrent maintenant. Et je suis content, quoi, bien sûr. Mais je peux pas faire que ça non plus. C'est vrai que je sais pas ce que je vais faire la prochaine fois, mais j'alterne parce que c'est lourd pour moi de faire des films comme ça. Et voilà, et je suis content de venir le présenter ici à Rennes, en tous les cas.